Bonjour, bienvenue dans la série sur la relativité. Donc nous allons maintenant passer au principe de relativité. Alors considérons deux repères, K et K'. Prenons-les dans la configuration standard que nous avons vue, où on a deux coordonnées x, y, les coordonnées x et x' des deux repères sont alignées, les coordonnées y parallèles, et K' se déplace à la vitesse grand V dans K. Plutôt O', l'origine du repère, se déplace à la vitesse grand V dans le repère K. La coordonnée de O' dans K' est 0, 0, T, puisque il est à l'origine des coordonnées par définition, donc c'est O', T', pardon, là, le temps dans K'. Et dans K, les coordonnées seront Vt, puisque par définition, il se déplace à la vitesse V au cours du temps. Coordonnées Y parallèle, donc 0, et T, le temps dans le repère K. En physique classique, donc considérons d'abord le cas de la physique classique, on considère le temps comme absolu. Donc, T égale T'. On considère aussi l'espace comme absolu. Donc si on mesure une longueur L dans K, la même longueur mesurée dans K' vaudra aussi L. Donc les coordonnées doivent s'accorder sur les longueurs, avec tout au plus un décalage. Et donc on doit avoir, en vertu de ceci, X pour un événement donné de coordonnées X, Y, T, on doit avoir X égale X' plus Vt, Y égale Y' et T égale T'. C'est ce qu'on appelle les transformations de Galilée, plus exactement les transformations de Galilée dans cette situation particulière. Le principe de relativité dit que tous les repères sont équivalents. Attention, ça ne veut pas dire identique. Ainsi, si un objet est immobile dans K, il n'est pas nécessairement immobile dans K', puisque K' se déplace. Donc ils sont équivalents, mais pas identiques. Alors que veut dire équivalent? Ça veut dire que les lois physiques qui décrivent les phénomènes s'expriment de la même manière qu'on les décrive dans K ou dans K', avec K ou avec K'. Ainsi, si on prend un appareil qui est immobile dans K, les choses évoluent, ça donne un résultat. Si on prend le même appareil immobile dans K', dans les mêmes conditions, il évolue et on doit aboutir au même résultat dans K'. Au moins, l'identité de description. Alors, est-ce que les transformations de Galilée, les lois de la physique classique, respectent le principe de relativité? Oui, et on l'appelle dans ce cas-là principe de relativité galiléen. Si K' est en mouvement de translation uniforme, c'est-à-dire avec une vitesse V constante, dans ce cas-là, considérons par exemple, la loi de la dynamique de Newton. Celle-ci dit que si une force, le total des forces appliquées à une masse M vaut F, alors il a une accélération A telle que F égale ma. C'est la loi de Newton, la loi de la dynamique de Newton. Que valent les accélérations? L'accélération est donnée selon l'axe x par d de x sur dt carré. Et, d'après la transformation, cela vaut d2x' sur dt carré plus d2vt sur dt carré. V étant constant, ça revient à dériver par t, et donc c'est égal à d2x' sur dt carré plus dv sur dt. Et v étant constant, ça donne 0. Et donc, les accélérations dans les deux référentiels
sont identiques. L'accélération est la même, et donc la loi de la dynamique est inchangée. Qu'on la décrive dans K ou dans K', on obtient la même loi. Ces repères en mouvement de translation uniforme sont appelés repères galiléens. Et les mêmes lois physiques s'y décrivent. Notons que si le repère est accéléré avec une certaine accélération g, ce n'est plus vrai. On ajoute alors, en physique classique, ce qu'on appelle des forces virtuelles, comme la force centrifuge par exemple. Quand on tourne, on est plaqué vers l'extérieur. En fait, c'est simplement parce que nous avons tendance à continuer tout droit. Et on exprime la force qui nous pousse vers l'extérieur dans le référentiel accéléré, une voiture qui tourne par exemple, par une force virtuelle, la force centrifuge. Si on a un tel repère accéléré, il suffit de choisir un repère K qui est accéléré à moins g, l'accélération inverse par rapport à K', pour retrouver un repère galiléen. Donc c'est toujours possible de trouver des repères galiléens. Pratiquement, en physique, on peut déterminer de tels repères galiléens, par exemple, avec la méthode du pendule de Foucault. Le pendule de Foucault, c'est un très long pendule qui oscille, et au cours du temps, dans la journée, on voit que le plan d'oscillation tourne en 24 heures. Et ceci est simplement dû à la rotation terrestre. Les lois physiques disent que le pendule oscille toujours dans le même plan. S'il tourne, c'est en fait parce que c'est la Terre qui tourne. Et donc le pendule de Foucault est un moyen commode pour trouver un repère galiléen, fixé au plan d'oscillation du pendule. Les choix des repères que l'on fait, les repères et les coordonnées, sont tout à fait arbitraires. C'est nous qui décidons de repérer les positions, les vitesses, etc., par rapport à un certain système de référence. Un tel choix ne devrait pas affecter les phénomènes. C'est une autre façon d'écrire les choses. Une pomme qui tombe toujours de la même manière. De la poudre qui explose, elle explose. Peu importe que ce soit moi, Martin ou Joseph qui décrivent le phénomène. La poudre explose. Nous appellerons loi naturelle, alors attention, c'est une appellation tout à fait personnelle, vous ne la trouverez pas dans la littérature. Je la choisis ici pour faire la distinction avec les lois physiques. J'appelle loi naturelle la façon dont les choses se déroulent, la pomme qui tombe, la poudre qui explose, indépendamment de tout choix fait pour le décrire. C'est le phénomène lui-même. La physique suit un idéal, elle décrit le monde. Elle devrait donc arriver à avoir des lois physiques, comme la loi de la dynamique, qui sont conformes à ces lois naturelles. Elles doivent décrire les phénomènes qui se produisent. Et donc, les lois physiques ne devraient pas dépendre de nos choix arbitraires, les choix des repères. C'est le principe de relativité. Et donc le principe de relativité est un principe logique. Même si, plus que physique, même s'il fut découvert physiquement. C'est-à-dire qu'on a découvert que, peu importe l'état de mouvement, les lois physiques de Newton étaient les mêmes. C'est le fameux problème de l'espace absolu, espace relatif de Newton, dont j'avais parlé. Mais poser ce principe est en fait un principe logique. Les phénomènes physiques n'ont pas attendu que nous les décrivions pour qu'ils se produisent d'une certaine manière. Et donc, les choix que nous faisons pour décrire ces phénomènes ne devraient pas influencer la description qu'on en fait. La description, les lois physiques, devraient être indépendantes. La position numérique, les coordonnées de tel objet dans tel ou tel repère vont être différentes, mais les lois qui décrivent la manière dont cette position va varier doivent être les mêmes. Nous avons donc deux repères, K et K'. Et on doit pouvoir passer des coordonnées de l'un à l'autre, comme ici. On a donc besoin de règles qui disent comment
cette transformation des coordonnées doit se faire. Il serait très prétentieux de croire que ces lois, ces règles sont parfaites. Nous tentons de décrire le monde le mieux possible, mais nous ne sommes pas des dieux. Nous ne pouvons que faire avec les résultats des expériences et essayer de faire au mieux. C'est l'expérience qui doit nous dire si les règles sont correctes. Et pas autre chose. La physique, les lois physiques, la description du monde ne se fait pas en restant assis dans un fauteuil ou devant son écran d'ordinateur. Cela se fait avec des observations et des expériences en laboratoire. L'expérience est un guide. Le guide qui nous dit ce qui marche, ce qui ne marche pas. Pour les transformations de Galilée, nous avons fait deux hypothèses. Temps absolu, espace absolu. Et il faut le vérifier par l'expérience. Alors prenons quelque chose que nous avons constaté avec les grandes expériences du passé. L'invariance de C, la vitesse de la lumière dans le vide. On peut déjà noter qu'elles sont incompatibles, que cette découverte expérimentale est incompatible avec les transformations de Galilée. Parce que si on a un objet décrit par les coordonnées x, t, alors sa vitesse, dx sur dt, est donnée dans les coordonnées de k' par les transformations de Galilée, par dx' sur dt, plus dvt' ou t sur dt. Et ceci, si petit v est la vitesse de l'objet, v' est sa vitesse dans k', plus grand V, la vitesse de k'. Et donc, les vitesses s'additionnent. Si l'objet en question est un front d'onde, d'une onde lumineuse, qui se déplace à vitesse c, dans K, le long des axes des X. Un rayon lumineux qui se déplace le long de l'axe des X. Alors, dans K', la vitesse de ce front d'onde, de ce rayon lumineux, sera C', et C égale C' plus V. Et donc, avec les transformations de Galilée, C et C' ne peuvent pas être égaux. C ne peut pas être invariant. Et nous savons expérimentalement que C est invariant. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas avec les transformations de Galilée. Et donc, avec les hypothèses qui ont été faites de temps et d'espace absolu. Le but, c'est de trouver les transformations correctes. Ce à quoi nous allons nous attacher, bien entendu. C'est la relativité restreinte. Alors, avant d'y arriver, on a encore quelques petits trucs à définir. Tout d'abord, on pourrait considérer un principe de relativité généralisé. Alors, rappelez que j'ai parlé des repères entre mouvements de translation uniformes, les repères galiléens. Mais tous les repères devraient être équivalents. Même les repères accélérés. On devrait pouvoir décrire les lois dans tout repère, même accéléré, avec les mêmes lois. C'est beaucoup plus compliqué. Disons-le tout de suite. Ça ne s'exprime pas aussi simplement. Et ça mène à la relativité générale, que nous verrons plus tard. Pour le moment, on va se restreindre à ces repères galiléens. Se restreint, donc principe de relativité restreint. D'où le nom de relativité restreinte. C'est de là que ça vient. Enfin, pour terminer ici, on va classer les repères. Alors, les repères, c'est bizarre de les classer puisqu'on a dit qu'ils étaient équivalents. Oui, on a dit qu'ils étaient équivalents, mais qu'ils n'étaient pas identiques. Et donc, c'est pratique de pouvoir les distinguer. Alors, attention, il n'y a pas de consensus, je l'avais déjà signalé, dans les noms de repères référentiels et les types de repères, il n'y a pas de consensus général. Donc, l'appellation que je donne ici est propre à cette série. Elle pourrait varier avec un autre auteur. On appellera repère particulier un repère donné.
je prends K, ce repère-là, c'est un repère particulier dans lequel je travaille. On appellera repère privilégié un repère qui est privilégié par la présence d'un objet ou d'un phénomène physique très particulier. Par exemple, la Terre. La Terre est très particulière pour nous qui vivons dessus, qui faisons des expériences sur cette bonne vieille planète. Et donc le repère géocentrique est un repère privilégié pour ce type de description. Si on travaille dans l'espace, on envoie des fusées, des satellites, des sondes, il est plus pratique de prendre le Soleil comme référence, et les planètes se déplaçant autour. Dans ce cas-là, on prendra comme repère privilégié le repère héliocentrique. On appelle souvent repère du laboratoire le repère attaché au laboratoire. En général, c'est le même que le repère géocentrique, à part peut-être l'origine du repère. Mais on pourrait très bien avoir un laboratoire installé dans un avion ou dans un ballon. Auquel cas, ce n'est plus tout à fait le repère géocentrique. On appelle repère absolu un repère dans lequel les lois prennent une forme différente de celle des autres repères. Et là, on viole clairement le principe de relativité. Et comme nous l'avons dit, le principe de relativité est un principe logique, un idéal à atteindre. Donc, les repères absolus sont à éviter, du moins si on essaye de faire de la relativité. On peut parfaitement violer ce principe. C'est un principe logique, pas un principe physique. On peut donc décider une description des lois physiques qui ne seraient pas les mêmes dans les repères, dans différents repères, simplement parce que c'est commode. Rappelez-vous, je vous ai parlé de la jauge de Coulomb, que l'on choisit de préférence dans un référentiel où les charges électriques sont statiques, immobiles. Et on pose le potentiel scalaire égal à 0. Malheureusement, ce n'est plus vrai dans un autre référentiel en mouvement. Par conséquent, les lois se simplifient fortement du fait de poser égal à 0 le potentiel scalaire, mais ce n'est vrai que dans ce repère-là immobile. Il faut en être conscient. Ça introduit des artefacts. Par exemple, le potentiel électrostatique coulombien qui a un caractère instantané, alors que rien ne va plus vite que la lumière. Et c'est des ondes, tout se passe en plus en électromagnétisme, les ondes électromagnétiques qui vont à la vitesse de la lumière, forcément. La lumière est une onde électromagnétique. Donc c'est un artefact. Dans un repère où les charges ne sont pas statiques, ce potentiel instantané est en fait compensé par d'autres phénomènes. Il faut toujours en être conscient. Si on décide de violer le principe de relativité, on obtient des descriptions, des lois qui peuvent varier. Il faut être conscient que cette variation est due au choix qu'on a fait. Et pas nécessairement au fait que les lois naturelles seraient différentes. C'est ici qu'il y a le plus de différence dans la terminologie. Certains auteurs, beaucoup d'auteurs d'ailleurs, quand ils parlent de repères privilégiés, les utilisent dans le même sens que repères absolus. Et quand ils parlent de repères absolus, c'est un repère qui serait absolu au sens qui vient, on est de l'écrit, mais de manière inévitable. Il est réellement, physiquement absolu. Et disent, ça n'existe pas. Ben oui, forcément, c'est un choix arbitraire. Les repères sont des choix arbitraires. Pourquoi un choix arbitraire serait-il imposé par le monde physique? Nos choix, c'est nos choix. Donc attention, en terminologie, privilégié par un phénomène, pour certains, ça veut dire absolu. Absolu, forme particulière des lois, pour certains, ça veut dire absolument vrai, réel. Par opposition, les repères qui ne sont pas absolus, et c'est ce que nous choisissons, nous, en respectant le principe de relativité, les repères non absolus sont appelés des repères relatifs, bien entendu. Alors voilà,
pour le principe de relativité. Alors, dans la prochaine vidéo, nous allons attaquer un point que j'ai laissé en suspens. Vous vous rappelez, quand j'ai parlé de la mesure du temps, la difficulté qu'on avait avec des horloges situées à des endroits différents et qu'il fallait synchroniser. Donc c'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo. Nous verrons comment réaliser la synchronisation des horloges dans le respect du principe de relativité. Je vous remercie.